recevoir la présentation de Jean-David Larouche intitulée « Chat et la souris entre le système immunitaire et le cancer ». Pour le présenter rapidement, après avoir réalisé un bac en biochimie, Jean-David a décidé de poursuivre ses études au doctorat en biologie moléculaire à l'ERIC, où il se spécialise en immunologie et en bioinformatique. Donc, nous pouvons accueillir Jean-David. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. C'est vraiment cool comme événement. Ce soir, pour ma présentation, j'ai décidé de combiner les deux thèmes de la soirée, qui sont l'immunologie et le cancer, pour vous présenter brièvement comment notre système immunitaire peut reconnaître et s'attaquer au cancer d'un patient, ce qui va nous mener à un jeu de chat et de la souris entre les deux, où notre système immunitaire représente le chat qui essaie d'attraper la souris, et le cancer, lui, va essayer de s'en sauver, donc va essayer de se cacher de notre système immunitaire pour survivre. Et donc, nous, dans mon laboratoire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre à notre système immunitaire comment attraper le cancer pour mettre fin à cette poursuite-là, puis pouvoir guérir le patient. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est à 1 sur le côté? Oui. Yes. Je peux rester sur cette slide-là, mais ça va être moins le fun. OK, bon. Donc, juste pour introduire brièvement, mais Lucille en a parlé plus tôt, le système immunitaire, c'est un groupe de cellules dont la fonction, c'est de défendre notre corps contre les menaces. Et un des types de cellules les plus importants pour nous défendre s'appelle les lymphocytes T. Et traditionnellement, ce qu'on savait des lymphocytes T, c'est qu'ils sont capables de reconnaître ce qu'on appelle le non-soi, qui sont les menaces externes comme les virus et les bactéries. Mais pour pouvoir accomplir leur fonction de façon pertinente pour notre corps, nos lymphocytes T doivent être tolérants de ce qu'on appelle le soi, qui sont les différents types de cellules de notre corps, donc par exemple les neurones, les cellules de la peau ou les cellules cardiaques. Mais il y a une découverte qui a été faite il y a une vingtaine d'années environ par un groupe. Je comprends pas. C'est pas ma présentation. Qu'est-ce qui se passe? Well. Ouais. Parfait. Cool. On va y arriver. OK. Bon, là, ça marche. OK. Donc. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce que je disais, il y a une vingtaine d'années, il y a un groupe de chercheurs américains qui a fait une découverte qui est un peu venue bouleverser notre conception du rôle des lymphocytes T. En fait, ils ont montré que notre système immunitaire est capable aussi de reconnaître et de s'attaquer au cancer. Donc, pour faire cette découverte-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un modèle de souris où ils avaient retiré le système immunitaire des souris. Et dans le fond, ils ont étudié 3 groupes différents de souris. Donc, un premier groupe ici en haut, où le système immunitaire était fonctionnel. Un deuxième groupe au milieu ici, où leur système immunitaire était perturbé. Donc, il fonctionnait, mais seulement en partie. Puis un troisième groupe en bas, où le système immunitaire des souris avait été complètement retiré. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé ces souris-là vieillir, puis ils ont observé est-ce qu'elles développaient des cancers ou pas. Et ce qu'ils ont montré, c'est que lorsque les souris ont des systèmes immunitaires fonctionnels, bien, il y en a 80 % d'entre elles qui ne développent pas de cancer. Puis le 20 % qui reste, ils développaient des cancers bénins, donc des cancers qui ne sont pas agressifs et qui ne sont pas dangereux, mortels pour la souris. Lorsque le système immunitaire est perturbé, lorsqu'on vient retirer une partie de son activité, bien déjà là, il y a 100 % des souris qui développaient des cancers. La moitié d'entre elles, c'était des cancers bénins, donc peu dangereux. Mais l'autre moitié, c'était des cancers agressifs, donc mortels pour la souris. Puis lorsqu'on venait retirer le système immunitaire complètement, bien là, c'était 80 % des souris qui développent des cancers agressifs assez rapidement.
Et donc, ce que cette étude-là montrait, c'est que clairement, il y a une association entre l'activité du système immunitaire puis le développement de cancer. À ce niveau-là, c'était chez la souris. Donc, par la suite, il y a énormément de groupes de recherche partout dans le monde qui se sont intéressés à ça pour voir est-ce qu'on observerait la même chose chez l'humain. Puis, ça nous a amené à classer les tumeurs en 2 catégories. Les tumeurs qu'on va appeler froides ou chaudes, en fonction de la quantité de cellules immunitaires qu'elles contiennent. Donc, une tumeur froide va contenir peu de cellules immunitaires, alors qu'une tumeur chaude va en contenir beaucoup. Et ce que ces études-là ont montré, c'est que, globalement, lorsque le nombre de cellules immunitaires va augmenter dans la tumeur d'un patient, bien, ce patient-là va avoir plus de chances de survivre à ses traitements de chimiothérapie. Et parmi tous les types de cellules immunitaires, c'est les lymphocytes T qui nous offrent la meilleure protection contre le cancer, donc qui augmente le plus les chances de survie du patient. Et donc ça nous a amené à nous demander, mais qu'est-ce que les lymphocytes T peuvent reconnaître sur les cellules cancéreuses pour pouvoir s'y attaquer? Parce que si on revient à notre conception initiale de la fonction des lymphocytes T, bien, on sait qu'ils reconnaissent le non-soi, donc les virus et les bactéries, mais qu'ils doivent être tolérants du soi. Mais quand on regarde le cancer, bien, le cancer, c'est un peu un état entre ces 2 catégories-là, parce que le cancer représente une menace pour notre corps, mais en même temps, à la base, c'était des cellules de notre corps qui sont devenues dangereuses. Donc, comment ça se fait que nos lymphocytes T sont capables de s'y attaquer? Et la réponse à cette question-là, elle se trouve au niveau de ce qu'on appelle l'immunopeptidome. Je sais que c'est un mot qui peut paraître un peu effrayant, mais on va le décortiquer pour essayer de mieux le comprendre. Donc, si on le sépare en 2 parties, la première, immuno, fait référence à notre système immunitaire, et peptidome, ça veut dire l'ensemble des peptides. Là, je sais, c'est pas plus clair. Un peptide, c'est un petit morceau de protéine qui va être présenté à la surface. Donc, comme Lucille le disait tout à l'heure, les cellules de notre corps vont produire des protéines qui vont accomplir des fonctions. Et lorsque ces protéines-là ont terminé d'accomplir leurs fonctions, la cellule va les détruire, ce qui n'est pas la meilleure façon de prendre sa retraite. Mais ça va permettre à la cellule de prendre ces peptides-là puis de les montrer à sa surface pour que nos lymphocytes T puissent venir les scanner. Et donc, l'immunopeptidome, c'est l'ensemble de tous ces petits morceaux de protéines et ça va constituer le passeport de la cellule. Donc, le lymphocyte T va venir scanner ces différents peptides-là, puis s'il détecte un problème, il va détruire la cellule parce qu'il va considérer qu'elle est dangereuse pour notre corps. Et donc, quand on regarde les cellules cancéreuses, il y a 2 différences au niveau de leur immunopeptidome qui permet aux lymphocytes T de les reconnaître. La première, c'est que les cellules cancéreuses contiennent plusieurs mutations dans leur ADN et ces mutations-là vont changer la nature de certains peptides présentés à la surface. Puis la deuxième différence, c'est que les cellules cancéreuses, elles vont produire des protéines anormales qui sont absentes dans nos cellules normales. Donc, ces protéines anormales-là, quand elles vont être détruites, ça va donner des peptides qui ne sont pas trouvés à la surface de nos cellules normales. Et donc, lorsqu'on va regarder l'immunopeptidome des cellules cancéreuses, bien, il y a certains des peptides qui sont cancer-spécifiques. Donc, on ne les voit pas sur aucune des autres cellules normales de notre corps. Elles sont vraiment uniquement trouvées sur les cellules cancéreuses. Et c'est ces peptides-là que les lymphocytes T peuvent reconnaître. Donc, lorsqu'on va parler des cellules cancéreuses, on ne parlera pas de soi ou de non-soi, on va plutôt parler de soi qui est altéré. Et ces altérations-là permettent à nos lymphocytes T de s'attaquer à la tumeur. Et donc, nous, au laboratoire, ce qu'on essaie de faire, c'est identifier ces peptides cancer spécifiques-là. Mais c'est un travail qui est très ardu parce qu'à la surface d'une seule cellule, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de peptides différents. Donc, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou, si vous connaissez le jeu Trouver Charlie. Mais dans notre cas, on a cette figure-là, mais on ne sait pas qui est Charlie. Donc, on essaie de trouver Charlie sans savoir c'est qui, ce qui est un peu difficile. Donc, nous, ce qu'on s'est dit au laboratoire, c'est on prend le problème du mauvais côté. Au lieu d'essayer de trouver un peptide cancer spécifique sans savoir ses caractéristiques, on sait les peptides qui ne nous intéressent pas. Les peptides qui ne nous intéressent pas, c'est ceux qui sont vus sur les cellules normales. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a développé une approche en bioinformatique pour trouver rapidement les peptides cancer spécifiques. Donc, lorsqu'on reçoit un échantillon d'un patient, on va reconstruire son passeport. Donc, on va identifier tous les peptides présentés à la surface des cellules cancéreuses du patient. Et au laboratoire, on s'est construit une base de données qui va contenir aussi l'immunopeptidome de toutes les cellules du corps humain. Donc, on a à peu près
plus d'une trentaine d'organes différents dans notre base de données pour lesquels on a tous les peptides de ces cellules-là. Et par la suite, on va tout simplement faire une soustraction. Donc, on va prendre les peptides vus sur le cancer, on va retirer tous ceux qui sont aussi vus sur les cellules normales, puis à la fin, on va obtenir des peptides cancer spécifiques. Bon, par contre, c'est plus complexe que ça. Si c'était aussi simple, on aurait déjà un traitement pour le cancer. Mais comme je vous l'ai dit au début de ma présentation, le cancer va essayer de se cacher de notre système immunitaire. Donc, il va falloir qu'on donne un petit coup de main à nos lymphocytes T pour qu'ils puissent s'attaquer au cancer. Et donc, un des problèmes majeurs auxquels on fait face, c'est que la tumeur, en fait, c'est un mélange de plusieurs cellules différentes qui sont différentes les unes des autres. Et donc, si on regarde la tumeur d'un patient, on peut en général la séparer en plusieurs régions qui vont avoir des caractéristiques différentes. Et ces régions-là, on va les appeler des clones. Donc, ici, dans l'exemple, notre tumeur aurait 4 clones différents, un mauve, un jaune, un bleu, puis un rouge. Et nos lymphocytes T, quand ils vont venir scanner la tumeur, ils vont reconnaître plus facilement certains clones et il y en a d'autres qui vont avoir plus de difficultés à reconnaître que c'est des cellules cancéreuses. Donc, si ici, notre lymphocyte T reconnaît que les cellules mauves sont cancéreuses et sont dangereuses, il va les détruire et donc la tumeur va perdre une de ces régions. Mais si notre lymphocyte T ne parvient pas à reconnaître que les 3 autres clones sont dangereux et à les attaquer, bien, avec le temps, notre tumeur elle va se régénérer. Puis au lieu de reproduire des cellules mauves qui sont détruites par le système immunitaire, bien, elle va produire des cellules jaunes qui, elles, ne sont pas en danger. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, la tumeur va progresser, puis notre système immunitaire ne parvient pas à nous protéger à 100% contre les cancers. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire au laboratoire, c'est d'essayer d'éduquer nos lymphocytes T pour qu'ils puissent reconnaître tous les clones, puis qu'ils gagnent ce qu'on appellerait la guerre des clones contre le cancer. Et donc, désolé. Et donc, le traitement que nous, on aimerait produire au laboratoire, ce serait sous forme d'un vaccin. Donc, bon, ici, c'est une très, très grosse poche. Là. Ce ne serait pas si gros que ça. Ce serait juste une petite piqûre. Mais ça nous permettrait de présenter à nos lymphocytes T un ensemble de peptides qui sont cancer-spécifiques. Et donc, nos lymphocytes T vont rencontrer ces peptides-là, puis ça va leur permettre de s'éduquer. Et une fois qu'ils vont avoir bien appris à reconnaître les peptides cancer-spécifiques, bien, ils deviennent hyper efficaces pour trouver et détruire les cellules cancéreuses. Et donc, le but pour nous, ce serait d'avoir un éventail de peptides qui est assez grand pour que nos lymphocytes T apprennent à reconnaître l'ensemble des clones de la tumeur, puis qu'ils puissent s'attaquer à toutes les régions simultanément, ce qui ne permettrait pas à la tumeur de se régénérer. Et donc, présentement, c'est ce sur quoi on travaille au laboratoire. On essaie d'identifier le plus de peptides possible avec des échantillons qui viennent du plus grand nombre de patients possible pour que par la suite, on ait un vaccin qui ne soit pas unique à chaque patient, mais qui soit universel, puis qu'on l'injecte à n'importe qui, puis qu'on ait tellement de peptides cancer spécifiques que nécessairement le patient en a une dizaine ou une vingtaine dans sa tumeur, ce qui permettrait aux lymphocytes T de s'activer contre ces cellules cancéreuses. Donc, merci beaucoup de votre attention. Désolé pour les petits problèmes techniques, puis je vais répondre à vos questions avec plaisir. Oui, donc merci pour ta présentation, Jean-David. Donc, encore une fois, je vais inviter les gens à venir poser des questions au micro pour une période de 5 minutes. Bonjour Jean-David. Est-ce que le traitement serait bon contre toutes les formes de cancer ou juste une forme en particulier? On sait qu'il y a certains cancers qui sont plus vulnérables ou reconnus plus facilement par le système immunitaire. On sait par exemple que le cancer de la peau, il y a très souvent une reconnaissance par les lymphocytes T. Il y en a d'autres que moins. Par contre, ce qu'on a trouvé au laboratoire, c'est qu'il y a plusieurs peptides cancer spécifiques qui peuvent être partagés par des personnes différentes, mais aussi par des types de cancers différents. Donc, on a trouvé certains peptides cancer spécifiques qui vont être partagés par 10, 20, 30, 40 % des patients qui ont un cancer ovarien. Mais il y a aussi des peptides qui vont être trouvés dans le cancer ovarien, dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon. Donc, à ce niveau-là, il y a certains des peptides cancer spécifiques qu'on trouve qui semblent être
plus ou moins universel, donc trouvé dans la majorité des patients du cancer. Donc, éventuellement, je pense qu'on pourrait avoir un vaccin qui serait utile pour un grand nombre de cancers. Est-ce que tous? Je ne sais pas, honnêtement. Ça va être plus aux médecins de décider ça. Mais avec espoir, je pense que oui, il y a quand même des possibilités. Merci. J'avais une petite question. Si tu souhaites accumuler un nombre important de peptides dans ton vaccin anti-tumeur, en gros, est-ce que tu penses qu'il y a un risque significatif de off-target, donc de risque que finalement le système immunitaire se retourne contre les cellules saines? Oui. Donc, c'est toujours un élément qui est à considérer. C'est sûr que là... OK. Donc, ici... je suis allé rapidement, mais on a utilisé une base de données qui contient des milliers d'individus différents pour 30 organes différents. Donc, pour chaque organe, on a potentiellement des milliers d'échantillons différents. Donc, on ne peut jamais dire jamais. C'est sûr que ça pourrait arriver. Après, ça va être aussi de peser les pour et les contre. On sait qu'il y a certains traitements déjà en place dans les hôpitaux pour le cancer qui sont basés sur le système immunitaire, qui vont avoir des effets secondaires. Le cancer de la peau, par exemple, on utilise déjà des méthodes pour stimuler le système immunitaire. Ça peut avoir des effets secondaires comme le vitiligo. Par contre, c'est sûr que si tu as à choisir entre du vitiligo et mourir de ton cancer, ça peut valoir la peine, même s'il y a des effets secondaires. C'est vraiment à voir, c'est un peu du cas par cas à ce niveau-là. Ça va dépendre parce que c'est sûr que s'il y a une activation du système immunitaire contre tes poumons, ben là, c'est pas mal plus grave. Il faut vraiment voir, ça va être du cas par cas un peu. Ouais. Merci. Allô? Allô? Moi, je voulais savoir un peu justement sur cette diapositive-là. Tu as parlé de bioinformatique, mais vraiment rapidement. Tu es quand même plus un expert que moi, là, encore dans le domaine. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sais, les bases de données que tu as, c'est quel genre de format de fichier que tu as exactement? Je sais que c'est peut-être pas... ça va peut-être pas être facile à vulgariser, mais c'est quoi exactement que tu fais? Le pipeline, etc., la chaîne des traitements? Puis à partir de ça, comment tu organises ça? C'est quoi les analyses? Ça ressemble à quoi? OK. Donc, pour identifier les peptides, on utilise deux méthodes différentes. On utilise le séquençage des ARN, puis aussi la spectrométrie de masse. Donc, la spectrométrie de masse nous permet de séquencer les protéines. Le séquençage des ARN séquence les ARN. Ça nous permet de voir définitivement, pour un peptide donné, quelle était la protéine qui l'a produite. Donc ça, c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc là, après, on pourra aller plus dans les détails peut-être plus techniques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à ça. Ici, pour le passeport des cellules saines, ce qu'on a fait, c'est on a pris des données de séquençage des ARN qui viennent de GTEx, là, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Mais donc, parce que le séquençage des ARN est plus sensible que la spectrométrie de masse, donc une protéine peut être manquée en spectrométrie de masse, on ne la verra pas, mais elle va être détectée en séquençage des ARN. On va savoir que l'ARN était exprimé. Donc, on a décidé d'utiliser une méthode plus sensible à ce niveau-là. On est potentiellement trop sévère. On retire peut-être des peptides intéressants parce qu'ici, on utilise des ARN, mais on préférait être plus prudent que pas assez. Donc, c'est un choix qu'on a fait pour ça. OK. Ben, merci beaucoup.